Je suis furieux, 5 femmes viennent d'entrer dans MON Restaurant en prétendant je connais personnellement le propriétaire. Cette phrase, cette maudite phrase que j'entends trop souvent. Normalement, je laisse passer. Mais pas cette fois. Leur arrogance, leur regard condescendant envers mon personnel. Alors j'ai décidé de jouer leur jeu. Bien sûr madame, une table VIP pour vous et vos amis. Mon restaurant, le Clos Saint-Martin, n'est pas simplement un établissement parmi tant d'autres à Lyon. C'est l'histoire de ma famille, l'incarnation du rêve de mes grands-parents qui ont quitté leur Normandie natale pour s'installer dans cette ville gastronomique par excellence. Avec quelques économies et beaucoup de détermination, ils ont ouvert une modeste auberge qui servait des plats traditionnels. Mes parents ont repris le flambeau dans les années 80, modernisant progressivement l'établissement tout en conservant son âme. J'ai grandi entre ces murs, passant mes après-midi à éplucher des légumes et mes soirées à observer mon père diriger sa brigade avec un mélange de fermeté et de bienveillance. Le restaurant était notre foyer, bien plus qu'une simple affaire. Lorsque mes parents ont décidé de prendre leur retraite sur la côte méditerranéenne, j'ai naturellement repris les rênes. J'avais ma vision, transformer ce restaurant familial respecté en une adresse incontournable de la gastronomie française contemporaine. Mais cette ambition comportait des risques financiers considérables. J'ai investi toutes mes économies et contracté un prêt substantiel pour rénover entièrement les lieux, recruter de nouveaux talents et repenser notre carte. Les premiers mois furent difficiles. Je me réveillais parfois en sueur, hanté par la peur d'avoir sacrifié l'héritage familial sur l'autel de mon ambition. Et puis, un influenceur gastronomique a publié une critique dithyrambique, suivie d'un article élogieux dans Le Figaro. En quelques semaines, notre carnet de réservations affichait complet pour les 3 mois à venir. Des célébrités, des politiques et des chefs d'entreprise se bousculaient pour obtenir une table. Mon pari risqué avait finalement porté ses fruits. Mais ce succès n'a jamais changé ma philosophie de travail. Je reste présent dans tous les aspects de mon établissement, de la sélection des produits à l'accueil des clients. Je n'hésite pas à enfiler le tablier pour aider en cuisine lors des soirées chargées ou à servir moi-même les tables. Cette humilité, je la dois à mes parents qui m'ont toujours enseigné que rien ne remplace le travail acharné et le respect du client. Ce mardi soir d'octobre ne semblait pas différent des autres. Notre restaurant affichait complet, comme d'habitude, avec plusieurs personnalités importantes prévues parmi nos convives. J'étais à l'accueil, remplaçant momentanément notre maître d'hôtel qui prenait sa pause, lorsqu'un groupe de 5 jeunes femmes est entré. Leur attitude m'a immédiatement interpellé. La leader du groupe, une blonde élégante d'une 30aine d'années, avançait avec une assurance ostentatoire, regardant autour d'elle comme pour s'assurer que son entrée était bien remarquée. Elle murmurait à ses amis des commentaires sur la décoration, sur les clients déjà attablés, manifestement fiers de leur avoir fait découvrir cet endroit prestigieux. Lorsqu'elle s'est adressée à moi, sa voix portait cette intonation condescendante que j'ai appris à reconnaître au fil des années. Elle a déclaré, sans même me saluer, qu'elle souhaitait une table pour 5. J'ai poliment expliqué que nous étions complets, que toutes nos tables étaient réservées des semaines à l'avance. C'est alors qu'est venue la phrase fatidique « Mais je connais personnellement Monsieur Lambert, le propriétaire. Nous sommes de vieux amis. » Ce n'était pas la première fois que j'entendais ce mensonge. Par le passé, j'avais souvent cédé, trouvant une solution pour accommoder ces amis imaginaires, soucieux de maintenir la réputation d'excellence de notre service. Mais ces expériences m'avaient laissé un goût amer. Je me souvenais particulièrement d'un couple qui, après avoir obtenu une table grâce à cette supercherie, avait traité mon personnel avec un mépris insupportable toute la soirée. Ce jour-là, je m'étais juré de ne plus jamais laisser passer un tel comportement. Face à l'insistance de cette femme qui prétendait être mon amie, j'ai donc répondu que Monsieur Lambert ne m'avait mentionné aucune réservation spéciale. Sa réaction fut immédiate et révélatrice, son sourire s'est transformé en moue méprisante. Vous n'êtes qu'un simple serveur, vous ne pouvez pas connaître tous les arrangements de votre patron. Appelez-le immédiatement, ou votre emploi pourrait être en danger. Ses amis ont ricané, visiblement amusés par cette démonstration d'autorité. L'une d'elles a même ajouté qu'elle ne comprenait pas pourquoi certains établissements engageaient du personnel aussi incompétent. Ces remarques m'ont profondément blessé, non pas pour moi-même, mais pour tous les professionnels dévoués de la restauration qui subissent quotidiennement ce genre d'humiliation. J'aurais pu révéler mon identité sur le champ, les confronter à leurs mensonges et les voir partir, honteuses. Mais quelque chose dans leur arrogance, dans cette certitude d'être au-dessus des règles communes, m'a poussé à envisager une leçon plus élaborée. Une leçon qu'elle n'oublierait jamais.
J'ai soudain changé d'attitude, m'excusant profusément pour le malentendu. J'ai prétendu avoir reçu un message de Monsieur Lambert, moi-même, m'informant de l'importance de ses invités. Pour compenser l'inconvénient, j'ai proposé de leur offrir la première tournée de champagne. Leur satisfaction était palpable, la leader du groupe lançant un regard victorieux à ses amis. Je les ai conduites à notre table VIP, située dans une alcôve discrète offrant une vue imprenable sur la salle principale. C'est une table que nous réservons habituellement aux célébrités souhaitant dîner en toute intimité. J'ai demandé, comme le veut notre procédure standard pour les tables VIP, une carte de crédit et une pièce d'identité pour ouvrir leurs notes. La leader a fièrement sorti sa carte Platinum, déclarant avec grandiloquence qu'elle prendrait en charge l'addition pour toute la table. Tandis que notre sommelier leur servait notre champagne millésimé en guise de bienvenue, j'ai discrètement instruit notre équipe sur la suite des opérations. Les boissons devaient être servies rapidement, mais la nourriture serait délibérément ralentie. Notre menu dégustation VIP, celui sans prix indiqué, leur serait présenté avec des suggestions d'accords mets vins particulièrement onéreux. Je surveillais leur table depuis mon bureau, grâce à notre système de caméras installé pour la sécurité de nos clients célèbres. Leurs verres ne restaient jamais vides, et elles commandaient désormais des cocktails signature et des bouteilles de vin que même nos clients réguliers les plus fortunés considèrent comme des extravagances occasionnelles. En observant leur comportement, j'ai commencé à douter de la justesse de ma démarche. Était-ce vraiment éthique de les encourager à dépenser inconsidérément? Ne devrais-je pas simplement leur révéler la vérité et les laisser partir? Mais mes scrupules se sont évanouis lorsque j'ai entendu, via notre système audio, leurs commentaires sur le personnel. Tu as vu comment ils nous regardent maintenant? C'est tellement facile de manipuler ces gens. Ils feraient n'importe quoi pour un pourboire, déclarait la leader, visiblement enivrée par l'alcool et son sentiment de pouvoir. De toute façon, ce ne sont que des serveurs. S'ils avaient un vrai talent ou de l'intelligence, ils feraient autre chose de leur vie. Ces mots ont ravivé en moi le souvenir de toutes les fois où j'avais vu mon personnel souffrir en silence face à de telles attitudes. Je pensais à mon chef sommelier, docteur en énologie qui avait choisi cette profession par passion. À notre maître d'hôtel qui parlait 5 langues et avait refusé des postes dans la diplomatie pour rester dans l'univers de la restauration qu'il adorait. Ma détermination raffermie, j'ai demandé à notre chef de leur proposer nos ingrédients les plus prestigieux, truffes blanches d'Alba fraîchement râpées, caviar beluga, bœuf de Kobe authentique. Chaque suggestion était accompagnée d'explications sur la rareté et l'excellence de ces produits, mais jamais de leur prix. À chaque proposition, elles acquiesçaient avec enthousiasme, certaines de vivre une expérience exceptionnelle aux frais de leur hôtesse autoproclamée. Après 3 heures de festin et des bouteilles de vin dont le prix aurait pu couvrir un mois de loyer parisien, j'ai préparé personnellement l'addition. Le montant final était astronomique, même selon les standards de notre établissement. J'ai veillé à ce que chaque élément soit clairement détaillé, y compris les champagnes de bienvenue mentionnés comme courtoisie de la maison. J'ai choisi de servir moi-même l'addition, la présentant discrètement dans son étui en cuir. La leader du groupe l'a ouverte avec une désinvolture qui s'est instantanément transformée en stupéfaction. Son visage a perdu toute couleur tandis que ses yeux parcouraient frénétiquement les chiffres. Elle a regardé ses amis, puis à nouveau l'addition, comme si elle espérait que les nombres changeraient miraculeusement. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle murmuré, sa voix dénuée de l'assurance qu'elle affichait plus tôt. J'ai poliment proposé de vérifier, et repris l'addition, et fait semblant de l'examiner minutieusement avant de confirmer que tout était exact. Elle a demandé à parler au responsable, ce à quoi j'ai répondu que j'allais le chercher immédiatement. Elle s'est excusée auprès de ses amis et s'est dirigée vers les toilettes. Notre personnel, craignant une tentative de fuite, m'a alerté, mais je les ai rassurés, nous avions toujours sa carte de crédit et sa pièce d'identité. Lorsqu'elle est revenue, son maquillage fraîchement retouché ne dissimulait pas entièrement ses yeux rougis. Sa stratégie avait changé. Elle a commencé à se plaindre de la qualité de la nourriture et du service, affirmant que certains plats étaient à peine mangeables et que le vin était servi à la mauvaise température. Ces critiques tardives sonnaient creux après les compliments enthousiastes qu'elle avait prodigués tout au long du repas. Elle a ensuite suggéré à ses amis qu'elle pourrait partager l'addition, contredisant sa généreuse promesse initiale. Leur enthousiasme s'est considérablement refroidi face à la perspective de participer à cette dépense imprévue. L'une d'elles a timidement rappelé que leur hôtesse avait promis de les inviter, engendrant un regard glacial de la part de la leader. Puis elle est revenue à sa stratégie initiale, son amitié prétendue avec le propriétaire. Elle a même sorti son téléphone, montrant de prétendus messages échangés avec Monsieur Lambert.
J'ai jeté un œil à ces messages, reconnaissant immédiatement une conversation fabriquée. Le numéro affiché n'était pas le mien, et les détails mentionnés dans ces échanges étaient complètement erronés. J'ai suggéré d'appeler directement ce monsieur Lambert pour clarifier la situation. Cette proposition a provoqué une véritable panique. Elle a alors changé de tactique, élevant la voix, accusant notre établissement de pratiques commerciales trompeuses et menaçant de publier des critiques dévastatrices sur toutes les plateformes d'avis. J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade. Madame, ai-je commencé d'une voix calme mais ferme, je suis Vincent Lambert, propriétaire du Clos Saint-Martin. Ce restaurant a été fondé par mes grands-parents, développé par mes parents, et je le dirige personnellement depuis 8 ans. Son visage s'est décomposé tandis que je poursuivais. Nous n'avons jamais échangé de messages, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, et je ne vous connais pas. Ses amis la regardaient maintenant avec un mélange de stupéfaction et de reproche. Elle a tenté de balbutier quelques explications, mais ces mots incohérents ne faisaient qu'aggraver son embarras. Sa confiance s'est effondrée comme un soufflet mal préparé. Malgré votre mensonge initial, nous vous avons offert notre table VIP et des champagnes de bienvenue. En retour, vous avez insulté mon personnel et tenté de frauder mon établissement. J'ai marqué une pause, puis ajouté, vous avez 2 options, réglez votre addition maintenant, ou j'appelle la police pour tentative d'escroquerie, avec les enregistrements de votre soirée comme preuve. Elle a signé le reçu d'une main tremblante. Ses amis, soudain solidaires face à l'adversité, ont sorti leur portefeuille pour l'aider à couvrir une partie des frais. Leur promesse de remboursement sonnait creux dans l'atmosphère tendue qui régnait désormais. 2 jours plus tard, un homme d'âge mûr est entré dans notre restaurant, demandant à me voir. Il était accompagné de la leader du groupe, qui gardait les yeux rivés au sol. Il s'est présenté comme son père et a exigé des explications sur l'extorsion dont sa fille aurait été victime. Je les ai invités dans mon bureau et, sans un mot, j'ai lancé l'enregistrement de leur soirée. La qualité exceptionnelle de notre système audio a permis au père d'entendre chaque commentaire désobligeant, chaque mensonge proféré par sa fille. J'ai particulièrement insisté sur les moments où elle avait prétendu me connaître personnellement et sur ses remarques méprisantes envers mon personnel. Le visage du père est passé de la colère à la consternation, puis à une profonde déception. Il a interrompu la vidéo avant la fin, visiblement embarrassé. « Je comprends », a-t-il simplement dit. Puis, se tournant vers sa fille, « Nous partons maintenant. Et tu as beaucoup d'explications à me fournir. » Je n'ai plus jamais revu ses clientes, mais j'ai conservé le reçu de cette soirée dans un cadre discret dans mon bureau. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel des limites que nous devons parfois imposer pour préserver notre dignité et celle de nos collaborateurs. En analysant les conséquences financières de cet incident, je me suis rendu compte que la leçon avait finalement eu un coût minime pour mon établissement. La table VIP qu'elles occupaient serait probablement restée vide ce soir-là, étant une réservation de dernière minute annulée. Les champagnes offerts étaient largement compensés par leurs commandes extravagantes de vins et spiritueux. Même les ingrédients de luxe comme la truffe blanche et le caviar étaient déjà en stock pour nos clients réguliers. En réalité, cette soirée s'était avérée plus rentable que la moyenne pour une table de 5 personnes. J'ai néanmoins réfléchi à certains aspects de notre fonctionnement. Notre système de vidéosurveillance dans les zones VIP, initialement installé pour la sécurité des célébrités, s'était révélé utile dans un contexte inattendu. Notre politique de réservation pour les personnes se réclamant de mon amitié méritait également d'être reconsidérée. Quant à notre pratique des menus sans prix pour certaines tables, elle restait à mon sens justifiée. Dans un établissement de notre calibre, les clients qui s'inquiètent du coût avant de commander ne sont généralement pas ceux qui apprécient pleinement l'expérience que nous proposons. Cet épisode m'a longuement fait réfléchir sur les aspects éthiques de ma réaction. Avais-je le droit de piéger ainsi ces clientes, même après leur mensonge initial ? N'aurais-je pas dû simplement refuser de les servir ou leur révéler immédiatement mon identité ? Ce qui m'a conforté dans mon choix, c'est la réaction du père. Cet homme respectable, visiblement habitué à défendre sa fille, avait reconnu la justesse de ma démarche face aux preuves irréfutables de son comportement. Sa désapprobation silencieuse valait tous les discours sur les valeurs qu'il avait tenté de lui transmettre. Je reste convaincu que le respect dû aux travailleurs de la restauration et de l'hôtellerie ne devrait pas dépendre de leur supposé statut social. Mon chef pâtissier, qui a abandonné une carrière d'ingénieur pour suivre sa passion, mérite autant de considération que dans son ancien métier. Ma responsable de salle, qui finance ses études de droit par ce travail, n'est pas moins digne de respect pour autant. Quant à l'enregistrement des conversations des clients,
il pose effectivement des questions de confidentialité. Mais dans notre cas, des panneaux informent clairement notre clientèle de la présence de caméras dans certaines zones, principalement pour leur propre sécurité. En définitive, je pense que cette leçon, bien que coûteuse pour ces jeunes femmes, leur aura peut-être appris quelque chose de précieux. Le respect ne s'achète pas, et les apparences sont souvent trompeuses. Dans ce restaurant comme dans la vie, on ne sait jamais qui se cache derrière le tablier ou le costume 3 pièces qui nous fait face. Qu'auriez-vous fait à ma place? La vengeance est-elle jamais justifiée, même face à l'injustice? Ces questions continuent de m'accompagner tandis que j'accueille chaque soir de nouveaux clients dans mon établissement, en espérant que le respect sera toujours au menu.